Bonjour, c'est moi MJ Bilboquet, je suis de retour au studio. Aujourd'hui, on essaye le jeu Mythic Bastion Land en mode solo. J'ai ouvert ici un VTT Roll20 qui va nous permettre de suivre les pérégrinations d'un chevalier errant qu'on va créer puisque notre jeu met en scène des chevaliers, parfois accompagnés d'un écuyer. Ça va être certainement le cas de notre personnage ce soir. C'est très simple puisqu'il suffit en quelque sorte de trouver son archétype. On va le découvrir en consultant le livre après avoir lancé un des 6 qui nous donne un 5 et un des 12. Notre personnage sera donc 5 et 8, le chevalier des bourrasques. Sir Bourrasque, donc un jeune chevalier. On va aller consulter en quelque sorte son archétype en regardant toujours dans le livre. On avait parlé de 58, donc on se déplace jusqu'à la bonne page pour découvrir un peu les caractéristiques de notre archétype. Alors, notre chevalier a une sorte de cimeterre à crochet. Il a une cotte de maille qui est rapiécée, une vieille cape vermoulue. Il porte un bracelet magique. Il ne le porte peut-être pas puisque lorsqu'on met ce bracelet à notre poignet, on devient complètement aveugle. On verra bien si cet étrange objet magique peut lui servir à quelque chose. Il a une monture, on va l'appeler Tempête, un cheval donc qui adore danser sous la pluie. Donc c'est dans ce genre de décor qu'on retrouve nos personnages qui sont déjà qui ont une touche de fantastique dès les premières secondes. Donc notre chevalier Bourrasque est un chevalier errant. Il a une monture, il est armé d'un cimeterre et d'une vieille cotte de maille. Il a une habilité spéciale. Il peut en quelque sorte contrôler le vent suffisamment, par exemple, pour grimper le long d'un mur porté vraiment par un éclat de vent, peut-être une petite tornade. Et notre chevalier est un drôle, c'est quelqu'un de joyeux, ou en fait quelqu'un qui recherche certainement la joie, puisqu'il récupère sa bravoure lorsqu'il délivre de bonnes nouvelles. Donc peut-être que c'est un messager, on peut l'imaginer comme ça, un héros peut-être, c'est à ça qu'il va s'occuper dans les premiers temps de sa carrière. On nous propose ici de découvrir un petit peu des détails concernant son armure en lançant un des 6. Premier des 6, 6. Donc, cette cotte de maille, je l'ai reçue de la part d'une milice, des gardes d'une ville peut-être, qui voulaient me remercier d'un service, peut-être justement de héros ou de messager. Peut-être que lors d'une action armée ou de la défense du siège d'une cité, le message que j'ai apporté a fait la différence. On va trouver un autre détail sur son apparence, en quelque sorte. C'est une cotte de maille dans laquelle on retrouve aussi des petits éclats de bronze. On peut l'imaginer donc une sorte de cotte de maille, peut-être avec des anneaux de bronze. L'objet est peut-être ancien d'une époque presque révolue. Mais pour notre chevalier, cette armure pourrait faire la différence entre la mort et la vie. Il a été adoubé chevalier par un des personnages, un des mystiques, un des sorciers qui habitent le royaume. Dans le jeu, ici, on les appelle des seers, donc des oracles ou des ermites. Je crois que nous, on va adopter la terminologie ermite pour le définir. Et notre oracle était une, une créature volante qui flottait dans le ciel de façon joyeuse. C'est une créature mystique, hein, une sorte de sorcière peut-être. On l'appelle l'ermite qui flotte et ses yeux peuvent voir à travers les yeux de toutes les créatures volantes. Finalement,
cette créature mystique, ce sorcier ou cette sorcière qu'on a rencontré et qui nous a donné notre mission, déteste être emprisonné. Si quelqu'un devait l'entraver ou l'attacher au sol, peut-être qu'elle s'éteindrait en agonisant. Donc, une créature de liberté, un peu un oiseau, peut-être une mouette. Tiens, j'imagine que cette cité, peut-être, où Bourrasque a connu son premier exploit, peut-être qu'il a rencontré une sorte de mouette qui lui a délivré un message sur une invasion imminente. Et c'est ainsi qu'il a rencontré pour la première fois l'oracle qui bientôt l'aura confirmé dans son manteau de chevalier. C'est à ce moment-là qu'il aura passé 3 vœux: honorer les oracles et découvrir les mythes. Les mythes en question sont en fait ce qu'on pourrait appeler en français des mystères. Ce sont des archétypes à nouveau, mais des archétypes un peu de créatures médiévales ou de situations étranges. On est vraiment ici dans le conte de fées. Donc nous, on joue ce soir sur une carte un peu plus petite que ce qui est recommandé. Donc on va se contenter de 4 mythes qui hantent ce royaume. Et ils vont apparaître de façon aléatoire en cours de jeu. Donc, on imagine notre ami Bourrasque qui est sur son cheval Tempête. On va commencer la journée, notre première journée d'aventure, en déterminant toutes sortes de choses sur l'environnement qui nous entoure. Première chose qu'on va faire, c'est un peu parler du territoire où il se trouve. On va lancer 2 fois un des 12 pour découvrir et un peu quantifier ou nommer la langue qu'il est en train de traverser. 8 et 4, des pics, mais doux comme des collines ou des montagnes qui auraient survécu à de nombreuses années d'érosion. Donc on va aller chercher ça, on va mettre ça sous notre jeton ici, confirmant qu'on est donc dans un territoire assez accidenté. Il faut peut-être que notre chevalier trouve son chemin entre ces élévations étrangement polies par le vent peut-être. On aperçoit notre personnage pour la première fois, notre chevalier Bourrasque. Je l'imagine peut-être avec sa cotte de maille qui fait des cliquetis, sa cotte de maille qui scintille, sous le soleil de ce matin plein de promesses. On va d'ailleurs en profiter pour interroger la météo. Qu'est-ce que la journée nous réserve? J'obtiens un 4. Du beau temps, donc cette début d'aventure, ce printemps est généreux de ses rayons. Notre ami Bourrasque est accompagné d'un écuyer, on n'en a pas encore parlé. Ce personnage, on va lui donner un nom en tournant une page au hasard, puisque le livre nous fournit aussi toutes sortes de petites amorces là, d'idées qui concernent aussi des noms. Il s'appelle Prieur. Donc, on va peut-être le noter quelque part pour ne pas l'oublier. Notre écuyer s'appelle Prieur. On peut imaginer que c'est un très jeune homme. Peut-être était-il un moine qui aurait défroqué pour accompagner notre chevalier sur les routes de l'aventure. Ce jeune homme Prieur, est-ce que c'est un garçon ou une fille? Tiens, on va lancer un des 4. Les chiffres impairs seront un garçon. Donc, c'est un garçon, Prieur, il a peut-être 14 ans, et notre chevalier Bourrasque doit être à peine plus âgé. On joue à Bastionland en explorant les ex, c'est-à-dire en se déplaçant sur la carte et peu à peu, on va faire surgir le décor. Donc, nos journées sont séparées en 3 moments. Il y a l'aube, le moment où notre chevalier se prépare à sa journée. Le midi, donc le moment où il dîne, et après ça, toute l'après-midi, où il continue en général ses voyages. Et finalement, il y a la nuit. Donc, chacune des journées va être séparée comme ça en 3 tiers de travail, en quelque sorte.
Bourrasque n'a pas de mission précise, outre le serment qu'il a fait envers son ermite, cette mouette volante qui lui a transmis un étrange message et il l'a confirmé dans son rôle de chevalier errant. Il va donc partir vers le sud, s'avançant ainsi toute de la période du lever du soleil jusqu'au midi. Ce faisant, on va déterminer peut-être la procédure la plus importante du jeu, c'est-à-dire l'exploration. Donc, à chaque fois qu'on pénètre dans un hexagone, on l'explore, on voyage à travers, on découvre ce qu'il renferme. Donc, on va lancer un D6. Un 4 nous indique qu'un site est découvert. Donc, ça peut être un village ou des choses plus mystérieuses. En tout cas, on va le lancer à nouveau au hasard. Pour ceux qui seraient intéressés à utiliser la fiche en français que j'utilise pour explorer le monde, elle va être disponible dans les commentaires sur YouTube. Donc, allons-y avec un site. On va lancer un D6 pour voir qu'est-ce que ça nous dit. Il faudrait qu'on l'aperçoive. Ah, le voici. 3. On trouve un monument. Donc, c'est un monument peut-être du passé ou peut-être une nouvelle effigie. On va peut-être en déterminer un peu la nature. On pourrait, pour ce faire, tout simplement à nouveau tourner une page au hasard de notre livre et voir s'il n'y a pas un indice, une gâchette là, qui se déclenche. Monument. Les racines du monde. Alors, voilà qui est fort étrange. Les racines du monde. On va imaginer donc peut-être une sorte de crevasse immense qui s'ouvre sous les pieds de notre héros. Au fond de cette crevasse, des ronces peut-être. On y voit peut-être des petits oiseaux, des insectes, probablement quelques fées cachées. Assez paradoxalement, ce genre de découverte-là pour notre personnage, ça pourrait restaurer sa bravoure de rencontrer comme ça un monument sur lequel il peut se recueillir. Je crois qu'il va le faire. On aperçoit Bourrasque alors que Prieur peut-être le met en garde de l'aspect féerique de cette faille et Bourrasque peut-être s'agenouille seulement pour regarder un peu la nature de ces ronces, découvrir que ce sont comme des racines qui s'enfoncent jusqu'au cœur de la création. Peut-être dit-il à son camarade « Regarde, Prieur, on dirait que ces ronces s'enfoncent jusqu'au centre du monde. Je n'ai jamais vu tel miracle. Certainement, cette terre est bénie, et j'y trouve un bon hospice. » Prieur est peut-être un peu plus terre à terre. Peut-être lui dit-il, mais comment allons-nous traverser cette faille? Semble faire des ligues de long. Bourrasque répond probablement, ne t'inquiète pas, mon ami. Le jour est encore jeune. La nuit nous portera conseil. D'ici là, tentons de contourner cet endroit. On voit peut-être Prieur qui, d'un air un peu effrayé, regarde le fond de la crevasse. Peut-être se sent-il observé, peut-être qu'il y a des lutins, des elfes ou des fées qui habitent au centre de cet étrange trou. Notre personnage, donc, va continuer. Il va tenter de continuer, à vrai dire, puisqu'on va utiliser une petite règle maison ici pour déterminer s'il rencontre une barrière en route. Donc, on va lancer un des 12. Si jamais il joue un 1 ou un 12, le chemin qu'il aura choisi mène à une sorte de cul-de-sac, un obstacle physique ou spirituel, en quelque sorte, l'empêche d'aller plus loin. 3. Donc, aucun obstacle n'empêche Bourrasque de poursuivre. Bientôt, il laisse derrière lui la crevasse et arrive dans un nouvel hexagone.
On va peut-être noter qu'on avait découvert un monument. On va faire ça avec une petite icône. Laquelle serait la mieux? Tiens, une statue comme ça. Hop. On active à nouveau la procédure d'exploration pour ce X 1.3. Le mystère donc commence. 1.3 nous indique que le mystère le plus proche va se manifester à nos héros. Ces mystères, il y en a 72 dans le livre. Et chacun nous offre un arc dramatique en 6 présages. Donc, plus on approche ou plus on s'intéresse à ce mystère ou plus on tente peut-être d'en dévoiler la vérité, plus l'arc dramatique, en quelque sorte, s'accélère, souvent devenant périlleux ou en tout cas pouvant avoir des conséquences sur l'univers dans lequel habitent nos personnages. Cet univers, on va l'appeler tout simplement le royaume. Ici, la section qu'on explore aujourd'hui, je l'ai nommée Arc Vallon, une sorte d'hommage au mystère d'Avalon. Donc, pour déterminer un mystère, on lance à nouveau, comme pour les chevaliers, un des 6 suivi d'un des 12. On va devoir le relancer. 6 et 5. Ce qui nous amène à... Oh! Eh bien, le hasard fait bien les choses. Un mystère qui s'appelle l'arbre. On va prendre en note ce mystère. On doit évidemment prendre en note son numéro de référence. Là. Donc, on avait 6 et... Ah, OK, 6 et 5, c'était plutôt la harpe. Mais puisque 6 et 6 nous donnent l'arbre et qu'on vient de découvrir les racines, thématiquement, je trouve ça plus intéressant. Et donc, c'est ce qu'on va faire. 6 sur 6. Et on va aller consulter notre premier présage. Donc, ici, on nous offre pour chaque mystère une page au complet avec une illustration très évocatrice, souvent qui donne des indices aussi sur un peu comment décrire ce mystère. On nous donne un petit poème en anglais que je ne vais pas me lancer à traduire comme ça à main levée. Ce que notre ami Bourrasque donc aperçoit dans ce X, c'est que les racines qu'on a découvertes plutôt, qui étaient une sorte de monument, peut-être qu'autour de ces racines, il y avait aussi des bornes, j'imagine peut-être des sortes de pierres celtiques ou des dolmens, quelque chose qui rappellerait des druides. Une chose est sûre, dans ce X, il découvre un arbre. Non, il le voit à l'horizon, donc il ne peut pas encore l'atteindre. Un arbre dont les branches dessinent la silhouette d'un arbre immense à l'écorce noire tachée de couleur céleste. Voilà qui est mystérieux. Je crois que notre compagnons ici, nos compagnons sont intrigués par cette vision. Peut-être que Bourrasque dit quelque chose comme après avoir découvert les racines du monde, voilà que s'élève vers les cieux cet arbre. En as-tu jamais vu d'un d'aussi majestueux, mon cher prieur? Prieur dit, « Oh, je parie que si on grimpe jusqu'au sommet, jusqu'au fait de ce chêne, nous pourrons atteindre les cieux et peut-être le paradis. Oui, peut-être que ce sont là que se cachent les portes de la cité sainte. » Ici, on a plusieurs choses à faire. Il faut en fait déterminer où se trouve cet arbre lui-même. On parle de l'horizon, mais où est-il? Donc, on sait qu'il est le plus proche et notre carte n'est pas très grande. Donc, on va lancer un des 4, je crois. 1.
Donc ce mythe, en quelque sorte, hein, l'arbre euh, est, euh, est situé là où on avait vu les racines du monde. Donc, ces hexagones-là représentent évidemment un territoire quand même assez immense qui prend des heures à traverser. Donc, sans le savoir, ils étaient dans la bonne direction. Ces racines du monde menant presque assez évidemment à un arbre magique et majestueux, notre premier mythe, le mythe de l'arbre. On va lui dessiner, on va le dessiner, notre petit arbre. Après tout, c'est la première fois qu'on rencontre un mystère et on va lui donner un petit peu de corps. Et voilà. Donc, l'arbre, on va prendre aussi en note notre découverte, puisque peu à peu, ces mythes-là, ces mystères vont revenir hanter un peu le destin de notre personnage. L'arbre. Et voyant ce mystère, mais voyant que la nuit approche, puisqu'on est dans le deuxième hexagone de notre parcours, nos explorateurs ici seraient bienvenus de trouver un endroit où camper, puisqu'ils n'ont pas trouvé ici de village ou d'habitation humaine. On voit qu'il y a une rivière qui coule ici. Peut-être ont-ils vu sur la rivière des pêcheurs au loin. Une chose est sûre, ils vont devoir dormir à la belle étoile. Et donc, je crois qu'avant de retourner à l'arbre, ils vont camper ici pour la nuit. On aperçoit Prieur ouvrir son paquetage, installer sa tente. Peut-être que pendant que Bourrasque, lui, va jusqu'à la rivière, son cheval libéré là, de sa selle et de son manteau se précipite dans l'eau glaciale qui coule de ces montagnes. Avec le printemps, c'est la fonte des neiges. Donc, on peut imaginer que la rivière ici est en crue. Il y a des beaux tourbillons et le cheval, lui, semble s'apprécier et on l'aperçoit alors que le soleil se couche vers l'ouest, danser, soulevant des gerbes d'eau glacée, faisant rire de bon cœur Bourrasque et Prieur, qui est peut-être surpris par une des cabrioles du cheval et qui se retrouve complètement mouillé. On aperçoit peut-être plus tard Prieur qui sort une canne à pêche et alors que Bourrasque se repose en regardant les cendres, les braises plutôt d'un petit feu de camp. Il a fait très beau aujourd'hui, peut-être que le ciel là, brille de 1000 constellations, les constellations étranges de ce monde. Lorsque nos héros passent la nuit dans alors qu'ils sont pas, qui profitent pas de l'hospitalité d'un village ou d'un seigneur, on doit à nouveau lancer la procédure d'exploration. On va le faire donc immédiatement pour voir s'il survient quelque chose pendant la nuit. 6. On va devoir aller voir qu'est-ce que ça veut dire si on passe une nuit. Je crois que quand c'est un landmark et que c'est la nuit, tout simplement all clear. Donc non, il ne se passe rien de spécial, donc c'est une magnifique nuit. Le lendemain matin, je crois que nos personnages font leur bagage. On est de retour à l'aube. Ils n'ont pas rencontré âmes qui vivent pour le moment, donc ils sont bien seuls dans cette lande. Une chance qu'ils ils peuvent discuter entre eux à l'aube. Je crois qu'à l'horizon, l'arbre est toujours là, aussi majestueux. Peut-être qu'il a carrément surgi de la crevasse des racines du monde. Peut-être qu'à quelque part, la présence du chevalier Bourrasque l'a en quelque sorte obligé de se manifester. Nos personnages, donc, se dirigent vers
l'hexagone qui contient le mystère. Et ce faisant, donc, on abandonne la procédure d'exploration, puisqu'automatiquement, lorsqu'on rentre dans l'hexagone du mystère, on consulte le présage suivant. Qu'on va faire, donc je ne l'ai jamais lu, donc vous allez me laisser quelques secondes juste pour en prendre connaissance. Oh. Donc, plus ils approchent de cet arbre gigantesque, l'arbre de la vie, plus ils constatent que à chaque seconde, les branches de l'arbre semblent continuer leur ascension vers le ciel. À chaque moment, les branches deviennent grises, puis deviennent complètement blanches alors qu'elles s'approchent des nuages, comme si elles devenaient comme du marbre ou qu'elles étaient couvertes de chaux. Alors que les branches atteignent les nuages et se répandent un peu comme des racines dans un monde inversé, on voit donc les branches qui commencent à couvrir le ciel. Et à chaque seconde qui passe, on dirait que de plus en plus, ces racines grandissent dans le ciel comme si c'était une plante qui croissait à une vitesse vertigineuse, comme si dans ces nuages, l'arbre sacré, en quelque sorte, obtenait quelques pouvoirs ou magie pour se répandre sur tout le royaume. Je crois qu'on arrive au midi et je crois que nos personnages atteignent probablement l'ombre de cet arbre qui a pris vraiment des dimensions cyclopéennes. Ils sont peut-être maintenant dans l'ombre de cet arbre et je crois qu'en voyant tout cela, le courage de prieur et de bourrasque est peut-être mis à l'épreuve. C'est pour ça qu'on va en profiter avant de lancer des dés. Donc, c'est un jeu qui fonctionne avec des sauvegardes qui sont roll under. Donc, on essaie de lancer un dé 20 et que le nombre soit égal ou inférieur à la caractéristique que l'on va tester. On a 3 caractéristiques pour notre chevalier. Attendez qu'on voit ça. La première est une caractéristique physique. On va l'appeler vigueur. Et pour découvrir, on a combien en vigueur? On va lancer un des 12 et un des 6 qu'on va additionner. Donc, notre jeune chevalier a 7 de vigueur. Donc, on peut imaginer qu'il est assez chétif. Peut-être il a quelque chose d'un oiseau, peut-être qu'il a un long nez aquilin, des membres légers, une ossature légère, il est peut-être grand et lancé. La prochaine caractéristique qu'on doit découvrir est celle de sa lucidité. Dans un jeu où les mystères sont grands, la lucidité est certainement importante. Elle détermine la compréhension du monde, la compréhension des mystères. Un personnage qui aurait perdu toute sa lucidité aurait en quelque sorte perdu la raison. On avait lancé un des 12, on avait obtenu un 12. On va lui ajouter un des 6 pour obtenir 14. Donc, notre chevalier est astucieux, il se laisse pas tromper facilement. Peut-être plus un intellectuel finalement qu'un grand guerrier pour le moment. Ces choses-là vont évoluer avec le temps, puisque quand on vieillit dans ce jeu-là, on a la chance là, de pouvoir rerouler en quelque sorte nos caractéristiques. La dernière caractéristique qu'on doit découvrir est la bravoure. Très important pour un chevalier. On lance un des 12, un des 6, on obtient un 10 et un 6. Donc, notre chevalier bourrasque qui est impétueux, courageux, ne se laisse pas impressionner facilement. Ces données-là vont être très importantes si jamais on devait
subir une attaque ou lancer des duels, puisque ces caractéristiques-là nous servent aussi à activer des exploits. On va en reparler si jamais l'occasion se précise. Donc, on va commencer, donc on va faire une première sauvegarde au moment là, où cet arbre prend cette ampleur, où l'ombre des branches qui grandissent à vue d'œil couvre en fait la progression de nos héros d'un voile d'ombre. Je crois que les chevaux, eux, prennent peut-être peur et on va voir si notre chevalier est assez brave pour continuer et aller de l'avant, pour aller plus loin et découvrir l'origine de ce mystère. Avec 18, il échoue. Donc, je crois que sa bravoure légendaire, elle est mise à rude épreuve. Il y a quelque chose, soudainement, qui effraie les bêtes et même notre chevalier et en quelque sorte perd soudainement peut-être confiance dans son jugement. Après tout, peut-être que cet arbre-là n'est pas un ascenseur vers un escalier vers les cieux, comme dirait la chanson, mais peut-être quelques sorcelleries. Donc, on va lancer un D6 pour les dégâts qu'il aura reçus. Et on va devoir décider, est-ce qu'il poursuit quand même maintenant que sa bravoure est entamée et tombe à 11? Je crois qu'il se rappelle de son serment au moment où le jeune prieur peut-être le supplie de rebrousser chemin devant ce monstre végétal, et notre ami Bourrasque lui ordonne de rester à ses côtés. Peut-être qu'il prend le cheval par la bride là, pour éviter que dans un accès de peur, il se fasse expulser de leur selle désarçonnée. Et donc, on voit nos personnages continuer d'avancer vers l'arbre, cet arbre géant. On aperçoit peut-être à l'intérieur de l'écorce, comme de la lumière ou des scintillements féeriques. Et ce qui va nous amener donc au midi, on est toujours activement à la recherche de ce mystère. Donc, à nouveau, on n'a pas à lancer sur la table, on va juste progresser dans l'arc narratif de l'arbre. Nos héros sont surpris au moment où une branche semble déchirer un nuage. Et de ce nuage tombent sur Terre des pirates de l'air, en quelque sorte. Ce sont des raiders, donc on va dire que ce sont des habitants des nuages. On va aller voir qu'est-ce qu'ils ont en commun, ils nous les décrivent ici. Raiders from the cloud. Ils sont assez vigoureux et assez forts, ils ont beaucoup de points de vie. Ils ont une forme nuageuse et se battent avec des tridents. Donc, on va prendre pour acquis qu'ils sont comme des effraites ou des esprits de l'air, ne sont pas vraiment humains. Ils ont un but, ces brigands-là, ces pirates de l'air. Ils veulent ramener dans leur château céleste des objets de valeur, particulièrement des choses qui auraient pu pousser dans le sol. Je crois donc que ces brigands peut-être s'approchent de nos héros, les encerclent. Ceux-là sont terrorisés. On va voir si notre ami Bourrasque n'aurait pas une bonne idée pour venir à bout. Hey, avez-vous vu ça? Lucidité a disparu dans les tréfonds. Je me rappelle pas, on avait combien? 14, je crois. Donc, on va faire une sauvegarde de lucidité à notre chevalier alors que s'approchent ces esprits de l'air, des êtres fantomatiques, peut-être des hommes chauves de grande taille portant des pantalons bouffants un peu orientaux. Peut-être sont-ils armés de grands cimetères. Certains portent des turbans, d'autres peut-être juste des cheveux, comme des grandes tresses qui s'élèvent sur leur tête. Leur trident est une arme menaçante pour notre héros.
Donc, il fait un jet de lucidité. On va voir s'il a une bonne idée, s'il veut discuter avec ces créatures, peut-être négocier avec elles. Malheureusement pour lui, il échoue. Donc, peut-être qu'il va tenter, il va dire à priori que ces gens leur veulent manifestement du mal et ils vont tenter de leur échapper. Pour ce faire, on a vu que ces brigands, ces pirates de l'air, ils sont assez nombreux. Ils voient ces deux humains, ces deux mortels sur leurs chevaux, avec leur équipement, la cotte de maille de Bourrasque qui est en reluit. Je crois qu'il y en a un de ces créatures qui peut-être à l'aide de son trident, va tenter d'effrayer le cheval et de désarçonner notre ami Bourrasque. On va régler ça, je crois, avec un test de lucidité encore pour qu'on vérifie si Bourrasque parvient à juste détourner le coup ou éviter le trident qui tente de faire trébucher son cheval. Non, c'est un échec critique. Décidément, les aventures de Bourrasque débutent bien mal. Bourrasque voit son cheval bloqué, le chemin bloqué par un de ces pirates. Son cheval se cabre. Notre ami doit se battre un peu avec sa monture fougueuse pour éviter d'être désarçonné. Pendant ce temps, Prieur, lui, prend la poudre d'escampette et se cache probablement derrière une racine. Les pirates s'emparent de Bourrasque, veulent le dépouiller peut-être de son équipement, sont certainement intrigués par ce bracelet. L'un d'eux s'en empare, c'est le bracelet magique de Bourrasque et le passe à son cou. Et je crois que c'est à ce moment-là que Bourrasque voit une opportunité de se sortir de ce pétrin. On va se rappeler qu'il a subi plusieurs échecs là, en ce midi du deuxième jour de nos aventures. Je crois qu'il va dégainer son sabre, profitant du fait que le pirate a été aveuglé par sa magie, ne serait-ce que pour en quelque sorte le maîtriser, le prendre en otage en quelque sorte pour dissuader ses camarades de faire quelque chose contre lui. On va tester la bravoure de ces créatures. Elles ont 8 de bravoure. Si elles échouent, elles auront pris peur et vont abandonner leur ami entre les mains de Bourrasque. Elles échouent. Donc, ces créatures tombées du ciel remontent, les branches de l'arbre se dissimulent dans son fait, abandonnant leur ami. Je crois que peut-être que là, notre ami Bourrasque va négocier avec cette créature, ce sorcier des airs, ce djinn, cet esprit du vent. Pour ce faire, on va peut-être aller voir un peu plus loin là, dans nos oracles où tout ça se dirige. Là. Ouh là là. Les créatures des nuages, ouais. Donc, je crois que ce pirate va lui révéler qu'ils habitent dans une cité dans le ciel. Le pirate ne comprend pas ce qui lui arrive. Il est toujours aveuglé par le bracelet magique de notre ami Bourrasque. Le pirate décrit cette cité comme étant fait de marbre blanc. Elle flotte par magie dans les nuages.
Leurs troupeaux sont des oiseaux, des oies. Un endroit tout à fait fantastique et incroyable pour les oreilles de notre jeune bourrasque. Je crois que Bourrasque peut-être doute de la parole et il dit peut-être à son prisonnier qu'il ne le croit pas, qu'une telle chose est impossible et que ce ne sont que de vulgaires voleurs de grands chemins qui feraient mieux de retourner chez eux. Mais peut-être que Bourrasque lui dit qu'il pourrait lui rendre la vue si Bourrasque pouvait voir de ses propres yeux cette cité merveilleuse. On se rappellera là, que dans le lore de notre monde, les chevaliers sont en fait à la recherche de la cité. Est-ce que par inadvertance, Bourrasque l'aurait retrouvé déjà? Je crois qu'à ce moment-là, le pirate négocie, il veut recouvrer la vue, prétend ne pas être capable de guider Bourrasque dans les branches jusqu'à la cité s'il ne peut pas voir où il dépose ses pieds. On se rappellera que Bourrasque a un autre pouvoir. Je crois que cette créature va tenter donc de ruser. Elle va tenter de convaincre notre ami Bourrasque là, de lui ôter le médaillon, le bracelet qui le rend aveugle. Ces créatures-là ont une lucidité de 8. Est-ce qu'elle va réussir donc à tromper notre ami? Oui, donc Bourrasque lui fait confiance, lui retire son bracelet qu'il reprend. Aussitôt, l'esprit de l'air, ce grand gaillard aux pantalons un peu bouffants, aux escarpins pointus, bondit dans les airs comme porté par une bourrasque et tente d'échapper au chevalier. Ce qu'il ne sait pas, ce pirate, c'est que Bourrasque, lui aussi, fait aller la lame de son cimeterre et aussitôt, sous ses pieds, se dessine un tourbillon. Et je crois qu'il le rattrape et à ce moment-là, peut-être le génie de l'air tente de l'attaquer. Donc, on va rentrer vraiment dans un duel. Ça va nous permettre un peu d'explorer les règles de combat et de voir si Bourrasque a vraiment réussi à mater une fois pour toutes cet esprit et peut-être à découvrir la cité au sommet de cet arbre. Lorsqu'on entre en combat, en général, ce sont les chevaliers qui agissent en premier. Mais dans ce cas précis, notre personnage est contre un seul adversaire et on va donc utiliser les règles du duel et donc tous les jets seront en quelque sorte simultanés. Bourrasque n'est pas très vigoureux. Il a, je crois, une seule attaque. Je crois qu'il n'a pas de bouclier. Est-ce qu'on avait noté sa fiche? Donc, notre personnage, allons voir ça. 5-8. Je me rappelle qu'il a une lame à crochet qu'il peut voler. Il a une armure aussi qui lui donne 1 d'armure. On n'a pas roulé ses points de vie, donc on va le faire. C'est 1 des 6. On va lui souhaiter bonne chance. On appelle ça sa garde. Donc la garde de Bourrasque est seulement de 2. Il a 1 point d'armure. C'est comme s'il avait 2 points de vie en quelque sorte. On a vu que ces gaillards tombés du ciel utilisent des tridents. Sont des créatures enchantées et son arme est quand même très dangereuse. Elle fait 1 des 10 de dégâts. Sachant que notre ami ici a 7 de vigueur, ça voudrait dire qu'il pourrait l'abattre du premier coup. Il a une seule attaque, il roule 6, ce qui serait absolument suffisant pour blesser déjà notre camarade et le blesser probablement mortellement. Là, on reviendra plus tard. Mais c'est ici qu'on va utiliser donc les exploits de notre camarade. Les chevaliers de notre monde ne sont pas de simples mortels, ce sont vraiment des héros. Et ils ont 3 exploits qu'ils peuvent utiliser.
châtié qui leur permet soit de faire plus de dégâts ou encore de faire une attaque qui afflige des dégâts à plusieurs adversaires en même temps. Ils peuvent ruser, c'est-à-dire obtenir une manœuvre gratuite. Et ils peuvent bloquer, c'est-à-dire retirer un dé à l'adversaire. C'est ce que notre ami va faire ici. Il va lancer un des 8 pour son arme, son cimeterre à crochet. Oh, fait un seul point de dégâts. Et il va tenter donc d'activer son exploit. Il va bloquer donc le dé, l'attaque mortelle de son adversaire. Il doit, cela dit, tester maintenant sa bravoure, sinon il va être fatigué, il ne pourra plus utiliser ses attaques. 13, malheureusement à cause de la bravoure qu'il a perdue plus tôt. Après cette attaque, notre jeune chevalier est déjà épuisé. On arrive donc au deuxième round de ce combat. Notre combattant des cieux, notre pirate de l'air, cet esprit des vents, lui, on avait dit que c'était 6 et 6. Lui n'a pas il a une armure qui est sa forme magique, le fait qu'il soit constitué d'air. Donc, cette armure absorbe le dégât que lui a fait Bourrasque. On arrive au deuxième tour. À nouveau, le génie tente de piquer notre ami, de le faire peut-être même tomber de l'arbre. Avec un 8, c'est une attaque absolument terrifiante pour notre ami. Je crois que dans ces circonstances, ce que notre ami va faire, c'est tenter un exploit qui serait une ruse. Donc, il va tenter de s'échapper de ce combat, de fuir la scène. Son code de chevalerie ne l'empêche pas quand même de préserver sa vie. Malheureusement, pour ce faire, voilà le problème, c'est qu'il est maintenant fatigué puisqu'il a échoué après avoir bloqué les attaques de l'Efret tout à l'heure. Il doit donc attaquer à nouveau et obtenir un 4 ou plus pour avoir une manœuvre gratuite. Sinon, il risque de subir de graves dégâts. Il réussit avec un 5. Échappe donc, fait une ruse, une manœuvre en fait, ils appellent ça gambit en anglais, une manœuvre qui lui permet de jouer un mauvais tour à son adversaire et de se déplacer après l'attaque. Et ce faisant, on va lui éviter en quelque sorte les dégâts de cette arme. Il aura fui la scène. Il se cache dans les branches. On se rappellera que Bourrasque peut voler grâce à son habileté de tourbillon de vent. Ces deux adversaires donc sont peut-être à égalité. On va lancer un dé de chance. Si c'est impair, l'Efret continue pour sa chasse. 1. Il ne lâche pas prise. On va donc lancer la lucidité de ce djinn pour voir s'il trouve Bourrasque qui maintenant s'est caché dans une des branches utilisant les tourbillons de sa magie pour se déplacer, bondir d'une branche à l'autre d'une façon tout à fait surhumaine. L'Efret échoue sa lucidité, son test de clarté. On voit donc, je crois, Bourrasque redescendre de l'arbre alors que la nuit tombe et retrouver Prieur qui l'attendait terrorisé entre les racines de l'œil du monde. La nuit tombe. Nos personnages ici doivent donc passer la nuit à nouveau dans cet hexagone. On va voir qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Est-ce qu'il peut regagner sa bravoure?
Ça lui ferait du bien parce que après toutes les aventures de cette journée, notre ami Bourrasque là, en a vu de toutes les couleurs. La vigueur est restaurée en consommant un repas. Une sustenance. Est-ce que c'est une sorte de repas magique ou c'est n'importe quel repas? J'aurais tendance à croire que n'importe quel repas. On nous dit ici, sinon, s'il passe un jour dans un lit douillet, on y reviendra. Pour le moment, on va prendre pour acquis que notre ami Prieur peut-être a gardé le poisson qu'il avait pêché la veille et qu'ils le font griller. On doit lancer à nouveau la, la procédure d'exploration de Hex, puisqu'on dort ici dans le monde sauvage, entouré après tout peut-être d'ennemis tombés du ciel. Avec un 3, la nuit ne sera pas sans histoire. Un autre arc du mythe, du mystère de l'arbre, donc se dévoile. Et alors que la nuit avance, Prieur peut-être réveille le chevalier Bourrasque, encore fatigué par sa journée. Au loin, ils aperçoivent des centaines de petites lucioles et alors qu'ils se rapprochent, ils constatent que c'est une armée qui est en déplacement, qui s'éclaire à l'aide de torches avançant dans ce terrain difficile, rempli, comme on l'a vu, des racines de l'œil du monde et des branches de l'arbre de la vie. Il s'approche des branches et à l'aube venue, le campement s'installe et de nombreux bûcherons se mettent à tenter de couper les branches, les racines de cet arbre. Mais par magie ici, le fil de leur hache s'émousse, leur scie se brise les dents sur cet arbre magique qui est protégé des armes des mortels. On arrive donc à l'aube. Je crois que notre chevalier se présente peut-être au capitaine de la milice. Il s'appelle ici Melka. Ils ont des haches. Et ce personnage va lui parler probablement du seigneur, hein, de l'endroit. La seule chose que j'ai déterminée là, avant de commencer à jouer, c'est qu'au sud, il y avait une étendue d'eau et une plus grande ville. Pour que ces miliciens arrivent, on peut imaginer donc qu'il y a un seigneur dans le coin. Il y a 3 ex qu'on n'a pas explorés, donc on va lancer un petit D6 divisé par 2 et puis on va voir où se trouverait la propriété de ce seigneur. En haut, tout au nord. Donc on va le prendre en note. C'est un des 3 seigneurs qui vont peupler notre monde. On ne l'a pas rencontré encore, mais on sait maintenant, tiens, qu'il habite plus au nord. Bourrasque est passé à côté de son royaume sans s'en apercevoir. Ces hommes, donc, lui parlent de ce seigneur. On va lui donner un nom. Il s'appelle Werner. Et c'est lui, donc, qui a ordonné à ses troupes-là de tenter de couper cet arbre maudit. On va prendre ici en note qu'on est déjà rendu au jour 3. Notre journal avance. Il semble évident donc qu'aucune arme soit capable de couper les racines et les branches de cet arbre magique. La discussion se poursuit le long de la journée. Peut-être que
notre chevalier explique au chef des miliciens la rencontre qu'il a vue avec ces pirates là, tombés du ciel, ces esprits de l'air, des êtres nuageux ou fantomatiques. Le capitaine, lui, va lui parler peut-être de son maître et on va en apprendre un peu sur lui en consultant une table à nouveau d'indices. Là. Il y a une table d'étincelles qui appellent ça eux, en anglais. C'est très joli. On va essayer d'utiliser cette expression-là, nous aussi. Table d'étincelles. Donc, qui est ce seigneur et sa personnalité? Tiens, allons-y. On lance un des 12. C'est un être irritable dont l'intérêt principal est la cuisine. Ça, c'est bien amusant. Donc, c'est un gourmet, ce Vermeer. On va le prendre en note pour ne pas l'oublier. Le Seigneur. Seigneur Vermeer, c'est un cuistot irritable, ou un gourmet, tiens, plutôt. Peut-être que on se rappellera que notre jeune chevalier est un chevalier errant. Un jour, peut-être voudra-t-il servir un seigneur. Ça pourrait être ce seigneur Vermeer, dont il vient de découvrir l'existence. Peut-être qu'il serait logique d'aller le rencontrer. Mais je crois que d'ici là, notre ami est toujours intrigué et il rêve encore de s'assurer que cette cité dans les arbres ne soit pas la cité sainte, la cité promise. Et je crois qu'à la nuit venue, n'écoutant que son courage, il va peut-être tenter d'explorer, de monter, de grimper dans l'arbre avec son pouvoir, jusqu'à voir de ses propres yeux la cité dont le génie lui a parlé. On va donc lancer un D20 pour voir si une fois rendu au pied de l'arbre, alors que la nuit est tombée, qu'il entend peut-être les chansons des miliciens un peu terrorisés qui se donnent du courage en chantant des vieilles chansons de la tradition. Dans le campement, de son côté, Bourrasque se retrouve devant l'arbre qui le domine d'une façon absolument terrifiante. On va voir s'il a le courage vraiment de sa volonté. Il a quand même une bravoure de 16, donc 16 exactement. Donc, il hésite longuement avant d'accomplir son plan. Et donc, il va grimper dans cet arbre, va prendre probablement toute la nuit pour se faire, bondissant grâce à son pouvoir. Bientôt, les torches du campement de miliciens apparaissent à nouveau comme des petites lucioles. Le vent devient de plus en plus dangereux, fort, puissant. Ses cheveux flottent dans le vent. Et on va voir... on va lui faire un test de lucidité, voir s'il trouve son chemin jusqu'à l'arbre. 13 et il a 14 de lucidité. Donc, il trouve la cité, la voie de ses propres yeux, alors que l'aube se lève. Je crois que quand on fait une action toute la nuit, on perd un petit peu de notre lucidité. Donc, on va lui faire perdre un des 6 maintenant. Donc, il a perdu 2 points de lucidité. Après sa nuit sans sommeil, il voit cette cité de ses propres yeux. Peut-être est-il assez brave à nouveau pour s'infiltrer dans la cité. Peut-être pourrait-il entendre parler d'une façon de couper cet arbre ou d'en arrêter la magie. Il le fait. On va tester maintenant sa lucidité à nouveau pour qu'il infiltre cette cité magique peuplée de fées, de ces
ces génies musclés, comme il l'a vu, ces êtres provenant du sirocco ou des vents du désert, d'autres créatures féminines vêtues de voiles étranges, portant des crotales ou des clochettes à leurs pieds. Tout ce spectacle est absolument éblouissant pour notre chevalier errant qui erre dans cette cité. On va lui faire un jet de bravoure, à savoir si donc il a le courage d'aller plus loin. Non, il échoue. Donc, après, il ne trouve pas, en fait, de façon peut-être de s'introduire dans la cité d'une façon qui ne le ferait pas être remarqué. On peut ici voir quel serait le... par contre, alors qu'il est toujours dans le fait des nuages, il voit que des branches, de ces branches qui sont devenues blanches comme du marbre, sont en fait à cette altitude friables, comme si c'était fait de papier ou de neige. Et plusieurs de ces grandes branches commencent à tomber et un peu comme des étoiles filantes, forment des flamèches alors qu'elles s'écrasent un peu partout dans le royaume. Alors qu'il redescend au petit matin, une de ces branches est tombée dans le campement et une créature, un monstre des nuages, une sorte d'être d'orage ou un élémental d'air est en train de faire des ravages, surtout parmi les hommes. Aussitôt, notre ami Bourrasque va tenter quelque chose contre cette créature. On n'utilisera pas les règles de duel cette fois-ci. Il y a de nombreux combattants. Notre ami est aidé aussi par ses miliciens qui sont armés d'armes de grandes haches pour tenter d'abattre l'arbre. Il l'utilise pour tenter de dissiper cette créature des nuages. Alors, comment on va utiliser? Donc, notre ami attaque avec un D10. Il fait un 8, ce qui est très bon. Les gens qui l'aident vont lui donner un avantage numérique avec un... Donc, on va le prendre en note. On a fait un 8. Un avantage du nombre, on va le considérer que c'est un D8. Un 8 aussi. Donc ça, c'est bien là. Et finalement, l'arme de ces miliciens, au-delà de leur nombre, elle fait aussi du dégât. Donc ça nous permet de lancer un autre D8, cette fois-ci un 5. Je crois que notre personnage, notre chevalier errant, va tester sa lucidité. En fait, il va faire un exploit. Cette fois-ci, il va tenter de rendre les attaques électriques et les coups de cet esprit magique moins efficaces. Et donc, il va sacrifier son D8 pour faire que sa prochaine attaque ne soit qu'un des 4 de dégâts. Le 5 ici, on va le transformer en un +1 au dégâts, ce qui va nous donner pour un total de 9 points de dégâts contre cet élémental d'air, ce tourbillon d'orage. On va voir comment il s'en sort. De ces 9 points, 1 point est absorbé par sa forme magique de nuageuse. Ah, ici, on nous dit qu'on peut lancer des D6 pour savoir de quoi a l'air sa forme. On va le faire. 6. Il a l'air d'une sorte de gorille géant. 5. Et la description... Si jamais il devait être blessé, c'est-à-dire blessé, il va tomber, il va devenir une flaque d'eau.
Je crois donc que ça règle cette situation. Notre chevalier aidé des miliciens du seigneur Vermeer affrontent cet élémental d'air grâce aux habiletés de tornade de bourrasque. Ils parviennent à terrasser ce singe géant fait de nuages, de colère, d'orage et de tempête qui devient une simple averse de pluie et se dissipe, ayant mangé 5 points sur son 12 de vigueur. Il n'est pas mortellement blessé, mais il est blessé et sa forme était instable. Cette menace donc est éliminée. Les miliciens du seigneur Vermeer sont évidemment extrêmement impressionnés par l'exploit de Bourrasque. Ils n'ont toujours pas le moyen de couper cette arme ou d'en venir à bout. Peut-être que Bourrasque donc décide de rentrer avec ses nouveaux camarades, ses miliciens au service du seigneur Vermeer et d'aller visiter leur maître. Peut-être que ce dernier pourrait lui indiquer où trouver un oracle qui saurait comment mettre fin à la menace de cet arbre. On a ainsi accompli plusieurs jours dans la vie de notre jeune chevalier, le chevalier Bourrasque. On va le laisser ici pour aujourd'hui, au moment où il découvre la demeure du seigneur Vermeer. On reviendra peut-être à la suite de cette aventure plus tard. Il n'y a pas de système d'expérience en tant que tel dans notre jeu Mythic Bastionland, puisque c'est seulement lorsqu'un âge passe là, que nos personnages évoluent en tant que tels. L'histoire en soi et la récompense que nos personnages peuvent recevoir. Je crois qu'on était arrivé au jour 4, donc on a fait 4 jours dans la vie de notre chevalier. On termine au moment où le château du seigneur Vermeer apparaît à l'horizon. Peut-être déterminer tout de suite sur quelle sorte de terrain ce château est construit avant de laisser notre ami Bourrasque pour aujourd'hui. La prochaine étape serait d'écrire sous forme un peu d'un conte son histoire jusqu'à ce moment-ci. C'est un des plaisirs là, du jeu solo, c'est qu'une fois qu'on a vécu de cette façon-là l'aventure générée par des lancers aléatoires, on peut faire un petit exercice d'écriture créative et tenter de raconter son histoire, mais cette fois-ci sur une forme un peu plus littéraire. Donc, le château de notre Seigneur se trouve 8 dans des prairies, donc c'est bien parfait. Donc, le cheval est heureux, va pouvoir se repaître dans ces prairies de gazon, d'herbes grasses, bénies par les soleils du printemps. C'est comme ça qu'on va terminer pour aujourd'hui, le jour 4 des aventures de notre chevalier Bourrasque et de son fidèle écuyer Prieur. Revenez visiter la chaîne si vous voulez connaître la suite de ces aventures. Viendront-ils au bout de l'arbre du monde avant qu'il ne s'effondre sur le royaume, peut-être créant une grande tragédie? Rencontreront-ils d'autres mystères alors qu'ils se dirigent à la cour du seigneur Vermeer? Qui est ce seigneur? Que veut-il? A-t-il des enfants? A-t-il des fils chevaliers ou chevalières? Une fille, princesse peut-être, qui pourrait voler le cœur de notre ami Bourrasque? On verra tout ça la prochaine fois. D'ici là, passez une belle journée et que tous vos lancers soient des coups critiques. À la prochaine.